Donc, je pense effectivement que nous allons te proposer deux éléments essentiels, deux points essentiels de politique citoyenne. Je vais être un tout petit peu longue et un tout petit peu technique, mais malheureusement, la politique, c'est aussi assez technique, et c'est pour ça, je pense, que les citoyens ne s'en préoccupent pas assez. Donc, Monsieur le Président, pourriez-vous nous dire que ce qui se passera ici, en cas de vote positif, est juste l'affaire des Wallons? Nous pensons que non, car un tel vote concerne tous les Belges, puisque si un seul des parlements ne le vote pas, la Belgique sera hors traité d'austérité, et plus important encore, elle rompra ce lien direct avec le MES, cette institution financière internationale, dont on peut dire sans se tromper que son mécanisme pose vraiment problème, car là où elle a fait son œuvre, en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Irlande, à Chypre, elle a aidé les marchés financiers et pas la population. En effet, 80% des prêts donnés par le MES servent à rembourser la dette publique. Pour pousser au vote positif, le gouvernement belge a au moins deux stratégies. Il met en exergue les conflits d'intérêts financiers et institutionnels entre les régions, mais pour nous, cet argument du conflit d'intérêts a pour but d'étouffer la démocratie. En deuxième lieu, le gouvernement avertit qu'en cas de refus de ce traité, la Belgique perd la possibilité de se financer par le MES si d'aventure les marchés financiers se mettaient à spéculer sur la dette publique, et que donc les difficultés financières en seraient davantage élargies. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement vous a convié, comme parlementaire wallon, à approuver la mise en place de cette institution financière internationale dont le siège est basé à Luxembourg? Non. Il vous a proposé tout simplement de changer le traité de Lisbonne afin d'y installer le MES. Vous n'avez pas non plus, vous les élus du peuple, été invités à approuver l'apport d'un capital frais de 2,5 milliards d'euros et des garanties de 32 milliards d'euros qui sont en fait illimitées, inconditionnelles et irrévocables afin que le MES puisse être actif sur les marchés financiers, soi-disant pour être solidaire avec la Grèce ou les autres pays en difficulté. La réalité étant simplement de renflouer le système pourri des banques qu'aucune loi n'a encore aménagé jusqu'ici. Monsieur le Président, le mécanisme de fonctionnement du MES mis en place est, et personne ne peut le nier, la négation des compétences fiscales et budgétaires des parlements nationaux et autres. C'est un déni de principe de base de la démocratie, puisqu'il n'y a plus de possibilité d'opposer un veto, puisque l'immunité judiciaire est totale, ainsi que l'opacité des documents. Monsieur Dupriez, vous êtes président d'une assemblée souveraine vis-à-vis des textes de base de l'Union européenne. Vous avez la chance historique de changer le cours des choses en impliquant le peuple dans le débat et la décision sur le TSCG, et cela par deux biais. Le premier, je vais l'expliquer avant de donner la manière de le faire. Partout dans le pays, des citoyens commencent à interpeller leurs communes à l'occasion des graves assainissements budgétaires en cours. Partout, les nouvelles normes financières imposées par les règles européennes, les six-packs, le two-pack, sont de rigueur. Monsieur le ministre Furlan a d'ailleurs fait parvenir aux communes, le 16 septembre dernier, la circulaire relative aux mesures prises par l'Union européenne dans le cadre du contrôle de la publicité des données budgétaires, ce qui veut dire en clair la traduction des données comptables et budgétaires des pouvoirs locaux. Le bourgmestre de Liège déclarait d'ailleurs, après une interpellation citoyenne, que dorénavant, Madame Merkel était membre du conseil communal liégeois. À Colfontaine, vous le savez, les troubles ont éclaté pendant le conseil communal suite aux licenciements qui ont été motivés par le bourgmestre comme étant la seule alternative à cette circulaire. Monsieur le Président, vous le constatez comme nous, les communes s'embrasent et les citoyens s'organisent. Et comme l'indique la motion du Parlement germanophone que je vous ai fait parvenir et l'Association des villes et communes wallonnes, la transposition des règles budgétaires venant du TSCG seront encore plus sévères et entameront davantage encore la capacité d'investissement de nos communes. Il est vrai que le gouvernement fédéral a reçu temporairement la permission de la Commission de permettre une reprise des dettes des communes pour un montant de 240 millions,
avec la condition évidemment que la Belgique, dans son ensemble, reste dans la voie de l'austérité et des réformes contrôlées par cette commission. Ce soulagement risque donc d'être vraiment temporaire. Cette situation ne peut changer, Monsieur le Président, que si vous, en tant que Parlement, qui exercez la tutelle sur nos communes, ne reprenez votre souveraineté pour garantir les services aux citoyens et l'emploi au service ressource de vie de tous. Suite à ces faits, nous vous demandons de ne pas soumettre au vote le TSCG avant d'organiser des débats avec les communes, les partenaires sociaux, les citoyens, des experts, en vous basant sur l'impact qu'aura exactement ce traité sur tous les niveaux de pouvoir. Rappelez-vous, Monsieur le Président, 7 des 8 experts invités par le Parlement germanophone ont déconseillé à ce Parlement de voter ce TSCG. Invitez-les, s'il vous plaît. Et cela nous amène au deuxième point, qui est la 6e réforme de l'État. Tout est saucissonné en politique, mais en fait, tout se rejoint. Une des propositions de changement de la Constitution concerne l'élargissement du droit des parlements régionaux, et donc du vôtre, à organiser une consultation populaire. On peut le dire, oui, c'est un élargissement de la démocratie, parce que sur les compétences de votre Parlement, vous recevez le droit d'impliquer les citoyens de votre région. Mais il reste un petit détail de taille. C'est que ce droit exclut, à cause des obligations internationales de la Belgique, notamment les traités européens. Nous voulons porter cela à votre attention parce que cela veut dire que vous recevez à la fois la souveraineté de soumettre un texte comme le TSCG à l'Assemblée wallonne, mais en même temps, la Constitution vous défend de partager cette souveraineté avec vos électeurs. C'est pour nous le monde à l'envers. Alors, de deux choses l'une, ou bien vous êtes le président d'une Assemblée en pleine compétence et ainsi responsable pour les engagements financiers de la Belgique vers l'Union européenne, ou bien c'est le niveau fédéral qui prend cela en charge, comme il l'a fait avec le MES. C'est soit l'un, soit l'autre. Nous nous adressons à vous, Monsieur le Président, pour nous éclairer. Nous, les citoyens qui perdons suite à ces choix politiques arrivés d'institutions non élues, notre droit à choisir notre argent, notre travail, nos élus. Et si je peux me permettre, je reprendrai ici la fameuse phrase de Karine Rousseau qui disait en son temps « Il est trop tard pour penser que nos institutions qui sont très malades puissent encore travailler sans notre aide. » Aussi, si vous le permettez, nous vous offrons un amendement citoyen qui a été voté par notre Assemblée constituante citoyenne le 5 octobre de cette année. Ceci est une contribution, et si vous pouvez, en tant que membre du Parlement wallon, déposer un amendement dit du Parlement wallon, pour que vous puissiez reprendre la compétence de consulter le peuple sur les sujets cruciaux qui nous concernent tous, la consultation populaire sur les sujets européens. Nous savons qu'un amendement des 8 parties sur la tutelle de Texeo a été introduit tout récemment dans la réforme de l'État, et donc nous pensons qu'il est possible de changer encore ce texte et d'y introduire cet amendement que nous vous proposons. En cas de réponse négative, Monsieur le Président, nous vous soutiendrons dans l'élaboration d'une constituante wallonne qui définira clairement et de manière démocratique et transparente le lien précis entre la Wallonie et l'Union européenne. Monsieur le Président, la Wallonie ne peut être souveraine en tant que région si elle continue d'avaler sans broncher les lois européennes liberticides et antidémocratiques. Vous dire aussi que de nombreux citoyens se préparent à bloquer le sommet européen de décembre. Ils veulent absolument stopper les décisions de cette instance qui continue à reprendre nos droits non acquis, notre Constitution, par le biais de mécanismes financiers et autres mesures d'austérité qui sapent la solidarité, la démocratie, l'économie réelle de notre pays, de nos régions, de nos communautés et de nos communes. Monsieur le Président, et je m'arrêterai là, permettez à tous les citoyens du Brognon, ce soir et pour les soirs qui précèdent, quel que soit leur drapeau ou leur conviction, de vous remercier de nous avoir écoutés en ce 31e lundi de présence vigilante et citoyenne. Permettez-nous aussi de vous demander de nous donner dès lundi prochain les réponses à nos 2 propositions politiques citoyennes. Merci de votre présence et à lundi prochain. Marie-Rose, Premier ministre.
On n'a pas le même temps. Voilà, c'est vrai que Marie-Rose, ça va bien. Ouais. Bien, ça marche. Bien. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout, et comme tu l'as dit, il pourrait y avoir d'autres réponses ultérieurement. Bonjour à chacun et à chacune. Je voudrais d'abord dire, et de façon tout à fait sincère, que quelles que soient les opinions que je peux avoir, que chacun peut avoir sur les sujets évoqués ou d'autres, je trouve que votre mobilisation, en effet, mobilisation citoyenne, est non seulement respectable, mais admirable. Je crois qu'en effet, si davantage de gens se bougeaient, et se bougeaient y compris en venant braver le froid et la pluie le soir pendant de longues semaines, sans doute beaucoup de choses iraient mieux dans notre région, dans notre pays. Donc, quoi qu'il en soit, des avis que les uns et les autres peuvent avoir, bravo et merci pour cette mobilisation au service de l'intérêt général. Je crois qu'à titre individuel, personne ici n'a à gagner de venir, j'allais dire se dégeler, mais ce ne serait pas un langage suffisamment diplomatique. Hein? Voilà, donc merci pour ça. Alors, deuxième élément, je suis dans une position un peu délicate. Moi, j'aime bien la franchise, dire les choses que je pense, et en même temps, j'aimerais que chacun ici puisse aussi comprendre qu'en tant que président du Parlement, il m'appartient, c'est mon job, d'être le président de tous les parlementaires, de tous les partis, de représenter l'ensemble de l'institution. Ce qui m'oblige à une certaine réserve en matière d'expression pour les sujets qui justement vont être débattus au Parlement. Je ne peux pas m'exprimer de façon trop explicite par rapport à ces sujets parce que je dois pouvoir garantir la bonne tenue des débats et le respect de l'ensemble des positions de tous les parlementaires. Donc c'est relativement délicat pour un sujet comme celui-ci qui n'est pas encore à l'ordre du jour, je vais y revenir, du Parlement. Néanmoins, avant peut-être d'évoquer justement la procédure concernant le traité, je voudrais quand même, au risque d'être mal compris, attirer votre attention sur un ou deux éléments, nonobstant toutes les critiques qui ont été faites sur les enjeux démocratiques du traité européen. Je voudrais quand même dire, je pense que vous le savez, depuis 2008, le début, ce qu'on appelle le début de la crise financière, mais on pourrait monter bien plus loin, les environ 2% et demi de la population européenne les plus riches, c'est-à-dire ceux qui disposent de plus de 5 millions de patrimoine, se sont constamment et considérablement enrichis. Donc la crise profite aux riches, profite réellement financièrement aux riches. Pourquoi je dis ça? Vous le savez, sauf que il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'invitation, voire l'obligation qui est faite aux États à tous les niveaux d'atteindre un équilibre budgétaire. En soi, l'équilibre budgétaire, c'est sain. C'est une manière de ne pas léguer aux générations futures des dettes qu'ils devraient payer pour leurs aînés. Mais atteindre l'équilibre budgétaire, c'est possible de différentes façons. Et un des enjeux fondamentaux, en effet, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait contribuer ceux qui s'enrichissent grâce à la crise, je dirais, comment est-ce qu'on les fait contribuer davantage pour parvenir à un équilibre budgétaire qui serait plutôt salutaire pour l'ensemble des pouvoirs publics et pour les services publics, etc. Donc ne confondons pas l'invitation à l'équilibre et d'autres combats qui sont un peu pertinents parce qu'on pourrait le rencontrer d'une façon beaucoup plus équitable. C'est un exemple. Deuxième information que je voudrais partager, et là j'admets que je m'exprime davantage en tant qu'écologiste. J'ai entendu des propos sympathiques à l'égard de Philippe Lambert, moins sympathiques pour d'autres. Je voudrais quand même rappeler factuellement, là c'est pas une opinion, c'est un fait, ce sont des faits, que depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis que ce traité est en discussion, au niveau européen, les Verts se sont constamment opposés à ce traité. Ils ont d'ailleurs été les premiers pour ce faire. Et je peux même dire, sans trahir la vérité, qu'à un moment donné, il y a 2 ans, ce sont des élus écologistes qui ont été les premiers à attirer l'attention des syndicats, des mouvements sociaux sur le danger qui arrivait en amenant de l'expertise de l'information. Donc ça a été un combat constant. Deuxièmement, j'entends sans arrêt, quotidiennement, que les Verts s'apprêtent à voter favorablement le traité européen au Parlement wallon. Supposition. Les faits, c'est en tout cas qu'à la Chambre, au Sénat, à la communauté germanophone, les Verts ont voté contre ce traité. Dans l'opposition.
Ils ont voté contre ce traité. Ils ont voté avec leurs convictions. Le test sera ici. Non, il n'y a pas. Pourquoi est-ce qu'il y aurait le test plus ici qu'ailleurs? Ils ont voté avec leurs convictions et de façon argumentée et bien argumentée. Je vous invite à aller chercher l'information si besoin. Ils ont voté contre ce traité de façon argumentée. Ok, ils sont dans l'opposition. Toujours est-il que c'est leur position, c'est notre opposition, c'est la position des écologistes qui a été exprimée à ce moment-là. Je pense que c'est aussi une question de vérité, simplement de pouvoir le rappeler, plutôt que de toujours faire la supposition sur ce qui arrivera ici. Ce qui se passe ici maintenant, la règle, ça c'est le fonctionnement de la démocratie, c'est qu'en matière de traités internationaux, de directives européennes, etc., il y a tout d'abord le principe de subsidiarité qui peut jouer, qui n'a pas joué ici, c'est-à-dire qu'un Parlement pourrait se saisir d'un sujet qui est dans les compétences de l'Assemblée avant l'aboutissement du processus européen. Ça n'a pas été le cas ici, c'est d'ailleurs rarement le cas, parce qu'il est de tradition jusqu'ici en Belgique que ce soit les parlements fédéraux qui s'occupent des traités européens. On peut le regretter, mais c'est la tradition. Et d'ailleurs, j'essaye modestement ici d'attirer l'attention des parlementaires. J'ai relancé la commission d'avis sur la question européenne en disant il faut qu'on s'en préoccupe davantage. Et pour que les parlementaires s'en préoccupent davantage, il y a sans doute aussi besoin des citoyens qui s'en préoccupent davantage. Je fais le pont avec le début de mon intervention. Il faut mettre la pression là-dessus. Donc, il n'y a pas eu d'utilisation du principe de subsidiarité au départ. Aujourd'hui, on est au stade des ratifications et des transpositions. C'est le gouvernement wallon qui doit finaliser un projet de décret de ratification ou de transposition et le transmettre au Parlement. Au moment où il est transmis au Parlement, je n'ai pas la possibilité, tout présent que je sois, de dire j'arrête tout. Je ne le dépose pas sur la table du Parlement. Il sera déposé, évidemment. À ce moment-là, les parlementaires devront se positionner. Tous les parlementaires, tous les partis. Et c'est parfois un peu la nuance, je dirais presque un regret, mais vous interpellez ici le président du Parlement, voire l'institution. Ce n'est pas l'institution qui se positionne, ce sont les parlementaires. Ce sont les parlementaires, chaque parlementaire, qui doit faire le travail, qui peut être interpellé, qui doit répondre à vos questions et qui à un moment donné est amené à se positionner. Quel est le calendrier? Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, je n'en sais toujours rien. Le gouvernement ne m'a rien transmis et ne nous a rien dit par rapport à l'échéancier dans lequel il souhaitait travailler. Il y a eu des discussions au sein du gouvernement, je le sais bien sûr, il y a un certain nombre de mois. Récemment, il a de nouveau été question de ce dossier, qui est un dossier sensible, vous l'ignorez pas, mais je ne sais pas quand ça arrivera au Parlement. Une fois que ça arrivera, eh bien, en effet, il y aura quelques semaines avant qu'éventuellement ce soit mis au vote, d'abord en commission puis en plénière. Il a été question à plusieurs reprises d'audition au Parlement. Petite parenthèse d'abord pour dire, les auditions c'est bien, mais tous les contacts existants ou potentiels entre les citoyens, les organisations, les ONG, les syndicats et les familles politiques, les parlementaires sont les bienvenus. Et entre nous, c'est souvent d'abord là que ça se passe, presque plus que dans le débat qui a lieu au Parlement où souvent les positions sont déjà arrêtées. Ça peut encore évoluer, mais ce qui se passe en amont en termes de contact est évidemment essentiel et doit se poursuivre. J'ai eu l'occasion de le dire, favorable au principe des auditions au Parlement, que ce soit en commission affaires générales, en commission d'avis sur les questions européennes. Il se fait qu'à ce jour, et c'est une autorité publique, il n'y a pas encore un consensus de toutes les familles politiques sur le principe, mais surtout sur le moment des auditions. Est-ce que c'est avant ratification, avant transposition, etc. Vous savez bien que ça avait été proposé au fédéral, les écologistes ont plaidé pour les auditions, ça a été refusé par l'ensemble des autres familles politiques. Ici, on sent que les débats sont plus délicats, mais aujourd'hui, parce que je ne décide pas seul, parce qu'il faut un consensus au sein de la conférence des présidents du Parlement, je ne suis pas encore en mesure de vous dire quand il y aura des auditions. J'espère, en tout cas, ça je peux le dire, qu'elles auront lieu. Il a été évoqué la question, très brièvement, de la consultation populaire. Simplement vous signaler aussi pour avoir une bonne stratégie, parce que je pense que c'est important et c'est un des sujets qui me mobilise le plus en tant que président, c'est d'essayer de voir comment on peut renforcer l'interaction entre le Parlement et la société, entre les politiques et les citoyens. Je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, en effet, il y a une avancée prévue dans le cadre de la 6e réforme de l'État, qui est de permettre l'organisation de consultations populaires au niveau des régions. C'est dans l'accord, ce n'est pas encore voté, mais ça va être voté, je le rappelle, au fédéral. C'est à la Chambre et au Sénat qu'on vote les lois organisant les transferts des compétences vers les entités fédérées. Donc aujourd'hui, on peut venir en parler ici, j'en parlerai bien volontiers, mais ce sera un dialogue un peu dans le vide.
c'est un... Oui, mais l'amendement, vous pouvez l'apporter à ce stade qu'à la loi qui va être votée au fédéral. C'est au fédéral qu'on vote le transfert de la compétence, et donc c'est au fédéral aujourd'hui que pourrait éventuellement être voté un amendement. Ici, on va accueillir, une fois que ce sera voté au fédéral, on accueillera les compétences. Donc, c'est pour ça que je dis stratégiquement, si vous dites, à nous c'est un combat qu'on voudrait mener d'élargir par un amendement la possibilité de consultation populaire, à ce stade-ci, c'est un combat qui doit se mener au niveau fédéral. Puis un jour, on pourra en discuter ici. Je pense que globalement, je l'ai dit, je suis favorable. D'abord, c'est une avancée qui a été clairement demandée, obtenue par les écologistes, cette possibilité de consultation populaire. Je voudrais juste vous rendre attentif, mais on pourra approfondir, au fait que s'il y a des balises à l'étendue possible des consultations populaires qui sont prévues dans cet accord, c'est aussi parce qu'on est dans un pays particulier. Rappelez-vous la dernière consultation populaire qu'il y a eu dans notre pays. Même si ce n'était pas exactement le même cas, c'est la question royale. Et donc, il faut qu'on soit tous attentifs au fait que dans un pays comme le nôtre, des consultations sur des sujets qui peuvent avoir une forte implication communautaire sont très délicates. Et qu'on a aussi des élus du peuple pour pouvoir assumer leurs responsabilités. Je ne dis pas ça pour botter en touche, mais il est normal qu'à un moment donné, on essaie d'avoir une discussion équilibrée sur qu'est-ce qu'il est bon de permettre et qu'est-ce qu'il faut baliser, en rappelant qu'à chaque niveau, il y a des élus qui sont là pour pouvoir décider des choses. C'est aussi ça, la démocratie. Je ne sais pas si j'ai fait un peu le tour des interpellations qui m'ont été faites sur la consultation, sur la crise, sur le processus. Voilà, je pense qu'à ce stade, c'est ce que je pouvais dire. Je reste à votre disposition pour toute question aussi, simplement sur le processus tel qu'il va avoir lieu. Je le répète sans avoir le calendrier exact en tête. Et je ne peux que vous inviter à poursuivre votre travail de conscientisation et d'interpellation des élus dans leur ensemble. Voilà, merci à chacun et chacune. N'oubliez pas, avant de vous donner le micro, n'oubliez pas, le coup vérité, ce n'était pas les écolos, nous avions voté contre à l'époque. Je pense que madame ici qui représente le mouvement de gauche, puisqu'elle ne s'est pas encore exprimée. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Bonjour, je parle ici en tant que présidente faisant fonction du mouvement de gauche et je voudrais faire d'abord une petite réflexion suite à ce que monsieur